Bien, bonsoir à tous. Alors, ce lundi 14 mars, je voulais vous rassurer sur mon état de santé qui bon, n'a pas été, je dirais, au bord du précipice, mais qui m'a apporté quand même un certain avertissement que un corps, c'est quelque chose qu'il faut surveiller et qu'il ne faut pas dépasser ses limites. Donc actuellement, je suis en traitement avec tout ce qu'il faut pour soigner mon côlon qui est, d'après les médecins, enflammé et qui me procure des douleurs qui étaient infernales encore jeudi et vendredi et samedi, qui se sont un peu stompées hier, qui s'estompent progressivement, mais j'espère qu'avec les traitements que j'ai, ça ira beaucoup mieux. Je voudrais faire le point sur nos travaux en cours pour les uns et les autres. Tout d'abord, on va parler du DEC traditionnel, on parlera du DEC VAE et du DSCG VAE dans quelques minutes. Pour le DEC traditionnel, il est évident que vous devez continuer le travail en ce qui concerne l'UV1, c'est-à-dire la lecture du carré deck et de la lecture du gros document que je vous ai transmis avec la déontologie du commissaire, la déontologie de l'expert et surtout les normes professionnelles de l'expert et les NEP. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup de conférences ou de séminaires qui, à propos des NEP pour les commissaires aux comptes, ont prévu des webinaires pour améliorer le processus de certaines normes. C'est un élément qui me paraît important pour être totalement dans le coup au niveau de l'UV1, mais également de l'UV2, car n'oublions pas que l'UV2 traite aussi de plus en plus de déontologie dans les questions. Donc, bien maîtriser votre dossier UV1 par le travail que je vous impose, c'est-à-dire la lecture simplement des corrigés UV1 des annales qui ont été programmés pour samedi dernier, mais qui seront reportés pour samedi prochain, avec simplement le fait de modifier, selon vous, le corrigé par rapport à 2022, c'est la meilleure des préparations. Mais la lecture de la déontologie, une fois par semaine, CAC, commissaire aux comptes, de regarder le référentiel normatif des commissaires aux comptes et des experts comptables, avec des fiches pour retenir un certain nombre de problèmes techniques de ce référentiel normatif, vous amènera à maîtriser l'ensemble des questions possibles, y compris celles qui ont un peu surpris les candidats en novembre 2021. Donc la déontologie, c'est une répétition de lecture avec un papier et non pas simplement l'ordinateur, mais lire et répéter sans arrêt les points essentiels pour rappeler les éléments qui reviennent souvent. En faisant les 21 annales de l'année 2012 à 2021, vous vous permettez de maîtriser l'ensemble des ressources nécessaires pour avoir la note la plus élevée possible en UV1. Vous savez qu'il y a deux types de questions pour l'instant retenues dans les projets. C'est les réponses courtes, QCR, et les réponses à choix multiples. Les réponses ouvertes, oui et non, semblent avoir disparu. Elles ne sont pas totalement disparues du texte officiel, mais elles sont disparues de la coutume. Donc retenez bien, questions-réponses courtes ou questions à choix multiples, mais avant de répondre tête baissée pour les questions à choix multiples, il faut savoir si c'est la bonne réponse qu'il faut garder ou la mauvaise réponse qu'il faut donner. Faites attention à la lecture parce qu'il y a des gars qui les années précédentes ont confondu et n'avaient pas fait l'interprétation entre la mauvaise à sélectionner et la bonne à sélectionner. En ce qui concerne maintenant l'UV2, l'UV2 c'est la partie la plus délicate. Elle a un référentiel qu'on a parcouru ensemble, mais maintenant, votre gros travail de tous les jours, c'est d'arriver à faire notre lexique documentaire. Mais de plus, ce lexique documentaire, vous devez l'alimenter par ordre alphabétique, soit que vous le faites par ordre alphabétique global, ou alors vous le réglez par rapport au référentiel normatif à l'intérieur duquel vous faites votre référentiel par ordre alphabétique. Chacun a sa façon de voir, et moi je ne peux pas imposer un référentiel normatif plus
par rapport à un modèle qu'à un autre. Chacun a sa propre perception, chacun a ses propres habitudes de mémorisation. Donc c'est à vous d'utiliser un référentiel normatif qui vous permettra d'aller beaucoup plus vite en ce qui concerne vos recherches le 10 mai prochain. Et ça, c'est quand même une technique qui est imposante. Alors, le plan de travail que je vous impose, c'est en même temps de regarder les épreuves du DEC traditionnel et de regarder uniquement les corrigés des annales que je vous propose régulièrement, année par année, au cours des semaines qui suivent. Et en regardant les annales, je ne vous demande pas de les refaire, ce sera des travaux que vous ferez avec moi en avril, à des heures qui n'ont rien à voir avec le samedi. Je vous demanderai de vous régler sur 4h30 de travaux à la maison si vous avez le temps. Si vous n'avez pas le temps, tant pis, hein, vous ferez ce que vous pouvez. Mais il est évident que regarder les annales actuellement, c'est simplement de regarder le corrigé et de le modifier, le corrigé par rapport aux normes et aux textes de 2022. C'est en regardant parfaitement les corrigés proposés pour 2013, 2014, etc., que vous allez bien rentrer dans le moule de l'UV2 et bien savoir à quoi correspond vraiment votre lexique documentaire et voir si, à travers sa préparation actuelle, il vous permettrait, grâce au lexique documentaire réalisé à ce jour, de répondre aux annales. Si tel n'est pas le cas, là, vous complétez votre lexique documentaire par rapport à votre recherche Internet que vous avez effectuée pour répondre à une annale 2013, une annale 2014, etc. C'est comme ça qu'il faut voir, je dirais, la mise à jour de votre lexique documentaire. C'est de regarder d'abord le document pour ceux qui passent le DEC traditionnel, voir si le document papier que vous avez réalisé à cet instant vous paraît suffisant pour pouvoir répondre à cette annale 2014, modèle 2022. Si tel n'est pas le cas, c'est qu'il n'est pas à jour votre référentiel normatif et vous devez le compléter par des recherches Internet que vous n'aurez pas le 10 mai. C'est comme ça qu'on raisonne. Une fois que votre lexique documentaire sera bien nourri, il vous permettra d'être hyper serein pour l'année 2022, le 10 mai prochain. Je salue l'arrivée d'un certain nombre d'autres amis que je salue avec beaucoup de plaisir. Je suis en train de faire le tour du DEC traditionnel en UV2. Et je disais tout à l'heure, j'envoyais un mail à propos d'actuel expert comptable. Et je disais, cet actuel expert comptable compense le manque de relations professionnelles que certains de mes candidats VAE peuvent avoir par rapport à leur distance avec le cabinet d'expertise comptable. Grâce à Actuel Expert Comptable, qu'il faut qu'il signale de manière importante, que cet Actuel Expert Comptable fait partie de leur abonnement habituel et que depuis plusieurs années, ils suivent Actuel Expert Comptable, ce qui leur permet, tout en n'étant plus dans un cabinet d'expertise, mais de pouvoir suivre les modifications professionnelles du monde de l'expertise à travers, bien sûr, les instances nationales, à travers les syndicats, comme on l'a vu la semaine dernière avec ECF, à travers IFEC, et j'en passe, et des meilleurs. Donc, Actuel Expert Comptable devrait permettre à tous les candidats VAE, que ce soit pour le DEC que pour le DSCG, de combler leurs lacunes professionnelles au niveau, bien sûr, du problème relatif à cette absence de relation permanente avec l'ordre des experts comptables ou le commissariat aux comptes. Donc tout ça vous amène à dire aussi que vos abonnements à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, à travers moi éventuellement, où je vous renvoie toutes les informations des webinaires, à travers l'abonnement à Revue française de comptabilité, l'abonnement à Revue fiduciaire comptable. Tout cela donne une image concrète de votre expérience professionnelle ou de votre volonté de suivre l'évolution professionnelle
de vos métiers que vous avez choisis en tant qu'expert et commissaire aux comptes. En ce qui concerne cette UV2, nous avons positionné, et que nous reverrons ensemble, des éléments forts. J'ai parlé comme élément fort, vous l'avez vu, de la loi Dutreil, de la transmission de la loi Dutreil. J'ai parlé également comme élément fort de l'entreprise individuelle qui peut adhérer à l'IS. J'ai parlé de moments forts de l'ECF. J'ai parlé de moments forts de l'épargne salariale. Tout ça sera vu au cours des périodes à venir après avoir terminé les annales du DEC. Mais il n'y a pas que les annales du DEC. Vous savez que certains d'entre vous, ça peut intéresser, certains amènent à décider, avec mon opinion que je lui ai donnée, il a décidé de passer en même temps que la VAE DEC, passe le certificat d'aptitude au commissariat aux comptes. Car lui, il a l'avantage d'avoir fait un stage de 3 ans, et en tant qu'expert comptable, ce stage a été valorisé. Il a eu l'accord pour passer les épreuves en 2022 du certificat d'aptitude qui aura lieu à des dates un peu différentes de celles, quelques jours avant, de celles où il aura à affronter l'épreuve de DEC par la VAE. Mais moi, je trouve que pour ceux qui sont dans la position d'Amen et qui ont rempli les obligations de stage, c'est une occasion formidable de faire coup double, parce qu'il n'y a pas beaucoup de candidats en France qui ont les 2 examens possibles, c'est-à-dire le DEC et le certificat d'aptitude. Sachant qu'avec avec moi, vous allez voir toutes les annales du certificat d'aptitude au commissariat aux comptes des années 2013 à 2021. C'est pour ça que je vous demande, et ça sera vu samedi prochain, c'est de voir les annales du certificat d'aptitude la même année que l'annale que je vous ai proposée pour le DEC. Et je vous ai même ajouté des DSCG de la même année. En ayant, si vous voulez, à regarder les corrigés, à s'imprégner des modifications 2022, vous ne pouvez pas savoir comment cette méthode est pédagogiquement la plus formatrice, la plus intéressante pour dominer à la fois la rédaction de votre UV2, mais aussi pour nos amis VAE, de pouvoir expliquer que grâce à tout cela, vous avez une expérience qui s'est enrichie dans tout le domaine. De plus, certaines et certains d'entre vous ont fait des stages de commissariat aux comptes qu'ils ont donc communiqué dans leur livret 2, et ces stages vont apporter justement un complément d'expérience qui va être d'une richesse absolument extraordinaire. Et moi, j'en suis réjoui pour Justine, pour Céline et pour d'autres qui auront l'occasion de pouvoir fortifier leur expérience à travers ce passage en commissariat. Et le fait d'avoir réalisé toutes les annales du DEC, c'est théorique, vous me direz, mais la théorie précède l'aspect professionnel, car la théorie au DEC, c'est la même qu'au DSCG et au DCG. La différence, c'est l'expérience professionnelle qui doit être ressentie lors de la rédaction de votre copie ou lors de votre passage devant le jury en DEC-VAE. C'est-à-dire que vous devez avoir un comportement dans l'ordonnancement de vos réponses qui correspond à un véritable professionnel. Et c'est là que vous devez vous enquérir de toutes les modalités pratiques. Comment on fait? La fois dernière, notre amie Justine nous disait « J'ai appris comment ça se passait un audit légal. » Ben, tout ça, ça m'a réjoui. Elle pourra expliquer qu'elle a vécu des audits contractuels, mais elle a vécu aussi des audits légaux. Et ça, c'est pour elle hyper important, cette expérience qu'elle a pu accumuler. Bon, j'aimerais aussi rappeler, à travers ceux qui viennent de m'écouter et qui recevront bien sûr l'enregistrement, que cette UV2 doit être résolue avec cet état d'esprit d'être pédagogique et précis. Vous verrez dans peu de temps, quand j'arriverai à l'annale 2015, vous allez recevoir
tous les corrigés officiels. Et vous verrez que les pages des corrigés officiels ne dépassent pas 10 pages, ce qui fait en gros 12 à 14 pages pour une écriture classique, puisqu'il y a des écritures plus ou moins grandes que certains d'entre vous ont l'habitude de pratiquer, même si, n'ayons pas peur des mots, nous n'avons plus l'habitude de rédiger des papiers de 4h30. Nous avons notre appareil, et là on n'a pas le droit pour le moment d'utiliser un ordinateur, on doit utiliser des papiers. Donc, je vous rappelle qu'il faut être précis. C'est pour ça que les mementos ne sont pas indispensables, car le memento donne trop de choses qu'on ne peut pas révéler dans 4h30. Ce qui est important, c'est le seul memento qui a sa particularité, c'est le memento audit et compta. Mais par contre, les autres mementos me paraissent superflus. Par contre, ce qui me paraît indispensable, c'est votre référentiel normatif avec tous les articles tirés de mes infos, mais tirés également d'actuels comptables et tirés également de revues fiduciaires et de revues françaises de comptabilité, qui ces trois revues, certaines années, représentent minimum 60% des réponses attendues et dans certaines années, 80% des réponses attendues. À vous, et on fera le tour d'horizon de ces trois revues au cours du mois d'avril, un samedi matin où je fais la revue de toutes ces annales, de toutes ces revues 2021-2022, et j'insiste sur certains articles et je vous demande de savoir si certains articles seront indiqués dans votre référentiel normatif. En raison de mes problèmes de santé, je n'ai pas pu me rendre dans les différents endroits que j'avais programmés la semaine dernière, c'est-à-dire l'IUT et le lycée hôtelier. J'attends d'être en meilleure santé pour aller les rencontrer et pouvoir mettre en place mon séminaire de révision pour que tout le monde puisse me retrouver du 4 mai au 7 mai et pouvoir ensuite partir tranquillement à Paris avec 1 heure et un quart de TGV qui ne coûte pas cher dans la mesure où vous prenez vos billets très rapidement. Vous pouvez avoir des billets relativement bon marché pour faire l'aller-retour et de trouver un hôtel sur Béthune à travers le lycée hôtelier, j'en parle pas, qui serait le quart du prix de l'hôtel que vous paierez près de l'endroit où vous allez composer. Est-ce que déjà, parmi vous, certains connaissent l'endroit? Ça, c'est une question que j'ai déjà posée et je n'ai pas eu des réponses, à moins que certains ont pu l'obtenir par le biais de renseignements personnels. Est-ce que vous connaissez l'endroit où vous allez composer vos épreuves écrites et orales en mai 2022? Non, c'est bien, je ferai un mail ce soir pour avoir l'endroit. Je reviens sur l'UV2. Moi, je considère que l'UV2 doit être le fruit des bouquins que je vous ai conseillés. Ces livres qui sont des livres de DSCG ou de DCG, sur le plan théorique, j'ai dit bien, ils répondent largement aux besoins du DEC. Mais c'est votre côté professionnel, votre côté habitude de traiter ce problème qui va devoir ressortir. Parce que c'est là où la différence se fait au niveau des copies DEC. La théorie est la même pour un DCG, DSCG. Mais la présentation pédagogique, la réalité de la mission que vous avez proposée va faire la différence. Et c'est là où j'attends de votre part une différence qui va faire la chose intéressante. Mais je répète, répétez ce que je dis sans arrêt. Une copie du V2, c'est un sommaire minimum, éventuellement une intro, éventuellement une conclusion, à vous de voir, mais surtout aussi des termes, abréviations et termes techniques que vous devez mettre en avant de votre copie. Vous savez que vous devez rédiger, autant que faire se peut, dans l'ordre des questions posées. Parce que rédiger n'importe comment par rapport à vos aspirations, ça ne peut pas marcher. Le jury va dire c'est pas une candidate qui mérite d'être expert comptable. Tu te rends compte si elle présente un dossier à son client en commençant par la première partie,
terminant ensuite elle fait la troisième, un petit peu de troisième, après elle revient sur la première, mais c'est un véritable labyrinthe qui ne représente pas l'attitude professionnelle d'une véritable candidate ou d'un véritable candidat. Donc, essayez de vous mettre à la place de l'examinateur qui vous lit et qui vous lit dans un labyrinthe incompréhensible et qui va considérer que vous n'êtes pas digne d'avoir une note convenable à cette copie UV2. Mais faire un sommaire, c'est déjà un premier pas professionnel. Faire une intro, pour moi, c'est un pas professionnel. Donc certains n'apprécient pas, d'autres apprécient. Moi, je n'impose pas. Ce que j'impose, c'est un sommaire des 3 ou 4 dossiers qui vont permettre au jury de se retrouver rapidement, parce que certains jurys jugent dossier par dossier. Donc ça leur permet, à travers des dossiers différents, d'avoir la possibilité d'aller très vite pour retrouver les dossiers de tous leurs candidats. Ça, c'est l'UV2, pour laquelle je ne vais pas revenir sur la maîtrise du temps de travail, sur l'énoncé, sur la lecture rapide de l'énoncé, non pas pour l'appréhender, l'énoncé, mais pour savoir par quel dossier vous allez commencer. En faisant cela, vous glanez le maximum de points. Et c'est ça que je veux que vous compreniez. Parce que, pardon, ça me remonte, voyez-vous, j'ai plus l'habitude et mon côlon est en train de refaire ses différents effets. Je m'en excuse. Alors, je reviens pour vous dire que il faut lire rapidement l'énoncé de votre énoncé, mais également, une fois que vous avez choisi de commencer par le dossier 2 ou le dossier 3 ou le dossier 1, il faut le lire régulièrement et le temps de travail qui a été affecté par rapport à 12 minutes par point, qui a été affecté au dossier que vous avez choisi, doit être un temps qui sert à quoi? Qui sert à une meilleure approche de l'énoncé, qui sert à une meilleure rédaction en recherchant sur votre lexique documentaire, par les légendes adaptées, l'endroit où on trouvera la réponse la plus proche de ce qu'on attend. Et de veiller à ne pas remplir trop de lignes alors que vous avez l'impression d'avoir déjà dit l'essentiel. Vous verrez les corrigés officiels, on ne demande que l'essentiel. On sait très bien, les amis, qu'en 4h30 de temps, vous ne pouvez pas pouvoir remplir toutes les données nécessaires à une expertise, je dirais, réelle. C'est pas possible. C'est une expertise condensée qu'on vous demande. Qui dit condensée, 14 pages maximum, y compris l'énoncé ou éventuellement en plus de l'énoncé. Mais pas arriver à 30, 25 pages, c'est d'un ridicule sans nom. Vous avez du remplissage qui ne sert à rien. Regardez les petits ouvrages qui sont conseillés, qui vous donneront les réponses adaptées à des questions qui peuvent paraître délicates, mais qui, dans le bouquin que vous avez sélectionné et que vous avez préparé par votre lexique documentaire, vous donnera la réponse la plus adaptée à la question pour répondre aux exigences d'une UV2. En ce qui concerne l'UV3, le mémoire est déposé, mais malheureusement, j'apprends qu'un certain nombre de candidats qui étaient, je dirais, surbookés au niveau de leur rédaction, j'apprends qu'il y en a 2 autres qui finalement, ils ne me l'ont pas dit, hein, parce que j'avais demandé qu'on me confirme, il y en a 2 autres, 2 amis marocains qui n'ont pas déposé en mai, et dont un est présent avec nous aujourd'hui, qu'ils déposeront en novembre. Je suis très déçu parce que je me retrouve en novembre avec un nombre de candidats presque équivalent à celui qui déposera en mai. C'est la première fois que ça m'arrive. Ça prouve quand même que peut-être le Covid a joué des effets pour ralentir un peu la possibilité de déposer pour le 28 février. Mais c'est un peu dommage parce que je pense à certains qui sont en écoute actuellement, qui avaient presque plus grand-chose à terminer et qui, j'espère que les 6 mois supplémentaires leur donneront le moyen d'arriver à obtenir un bon mémoire pour le 31 août. On fait confiance à ces personnes.
Je voudrais maintenant revenir sur la préparation de ces candidats. Il est évident que les candidats qui préparent le mémoire ou qui préparent un exposé pour la VAE doivent le préparer, cet exposé ou cette soutenance. Je vous rappelle que le plan de travail est le même, a priori, pour les soutenances d'un mémoire que, en grande partie, pour un exposé. La première partie, c'est de vous présenter pour le mémoire, de rappeler le titre du mémoire, et ensuite de parler dans une première partie de votre cursus académique et professionnel. Et ensuite, deuxième grande partie, pourquoi avez-vous choisi ce thème? Et la troisième partie, c'est de présenter tous vos apports scientifiques, c'est-à-dire toutes vos recherches que vous avez pu élaborer. Et la dernière partie, qui est la plus importante, c'est de pénétrer le cœur de votre mémoire en faisant ressortir à l'aide d'un diaporama qui aura déjà été réalisé